La surcharge informationnelle est un danger pour nos utilisateurs. La méthode de la Progressive Disclosure nous donne des clés pour trouver le bon niveau d'information pour une expérience optimale. On en parle tout de suite dans Parlons Design. Tu ne veux plus te former seul? Le sponsor de Parlons Design est fait pour toi. Rejoins la KakaoTOS Academy pour apprendre en petits groupes avec les meilleurs experts francophones. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler du principe de Progressive Disclosure. Souvent, en fait, dans le design d'interface, on va se retrouver dans un cas compliqué où on va avoir d'un côté l'idée, l'envie de vouloir rendre le produit le plus simple d'usage possible et en même temps l'envie de proposer des fonctionnalités relativement avancées pour que les utilisateurs plus avancés et même les utilisateurs juste qui ont envie d'avoir beaucoup d'options puissent bénéficier de toutes ces options, de tous ces réglages. Sauf que bien évidemment, de manière très intuitive, ces deux concepts qui très rapidement ont des intérêts opposés et viennent s'opposer et ne sont pas compatibles entre eux. On veut toujours donner un maximum d'informations, d'options aux utilisateurs, mais le risque derrière, c'est de les perdre, c'est qu'ils comprennent plus rien aux interfaces, qu'ils soient submergés, soit par la quantité d'informations, soit par la quantité d'options, soit par la quantité d'éléments à préparer avant de pouvoir passer à l'action. Enfin bref, de vouloir faire trop bien, c'est souvent finir par faire mal et faire un truc trop compliqué pour la majorité des gens. Le principe de Progressive Disclosure, c'est l'idée on va montrer que le strict nécessaire dans un premier temps et laisser derrière ouvrir des portes pour les gens qui ont besoin d'aller plus loin. Et tout l'art derrière ça, et qui est quand même un point important du métier de designer, c'est de comment doser à quel point on va donner ce premier niveau d'information qui concentre l'essentiel et qui permet de répondre à la majorité des cas d'usage, et comment derrière on va donner accès à toutes les autres options, toutes les autres informations plus précises qui vont intéresser qu'une petite partie des utilisateurs, mais qui ont besoin d'être présentes pour faire de votre interface une interface complète. Alors je vous ai préparé déjà des petits exemples d'usage de ce principe de Progressive Disclosure dans plein de cas d'usage différents. On va commencer côté mobile, dans les paramètres de votre téléphone, et notamment les paramètres iOS, donc les paramètres de l'iPhone le font très bien. Quand on rentre dans les paramètres, on a un aperçu global des différentes catégories, des différents types de paramètres sur un niveau 0, donc dès qu'on lance l'application paramètres. Ce qui va être intéressant, c'est que dès cet endroit-là, on aurait pu se dire on va mettre plein d'options hyper actionnables dès le début, et Apple n'a pas fait ce choix, ils se sont dit on va juste faire des espèces de groupes de paramètres qui sont cohérents entre eux, qui vont permettre de rentrer dans des sous-pages pour gérer les différents paramètres, en autorisant quand même certaines actions à se faire dès ce niveau 0. Par exemple, l'activation-désactivation du mode avion, c'est disponible sans même rentrer dans une catégorie. C'est à peu près l'un des seuls paramètres qui est vraiment actionnable directement dès ce niveau 0. Ils ont déterminé que c'était une information prioritaire quand on arrivait dans les paramètres, et du coup, elle est accessible sans même rentrer dans une catégorie. Derrière, quand tu vas rentrer dans une sous-page, on va être dans le niveau 1, et on va avoir accès aux paramètres qu'on peut toucher de manière relativement régulière. Par exemple, ses réseaux Wi-Fi, le réglage de son Bluetooth, le réglage de sa sonnerie de téléphone, etc. Et derrière ça, on va encore avoir des sous-pages et des sous-pages et des sous-pages. Et par exemple, en niveau 2, quand on est dans nos paramètres Wi-Fi, on va pouvoir descendre dans le partage de connexion et gérer toutes ces options autour du partage de connexion, qui sont des paramètres déjà plus avancés, qui touchent moins d'utilisateurs. Et finalement, par cette hiérarchie de l'information, par ces choix au niveau 0, on va quasiment proposer aucun paramètre actionnable, ça rend l'interface relativement claire et relativement lisible dès le début, et ça permet à tout le monde d'accéder à ces premiers niveaux très simples, et derrière ça donne plus d'expérience, plus de confiance technologique pour aller creuser plus loin, mais donc sur des options qui concernent de toute façon pas les néophytes. Et donc là, ils ont très bien utilisé ce principe de Progressive Disclosure, en disant en fait tout le monde n'a pas besoin de pouvoir toucher à tout, c'est pas parce que je rentre dans mes paramètres Wi-Fi que je veux modifier toute ma configuration, tous mes paramètres de partage de connexion, etc. La plupart des gens n'en ont pas besoin, donc on va le restreindre dans des niveaux de navigation secondaires. Alors, là c'est un premier exemple, mais on va voir qu'en fonction des cas d'usage, c'est très très différent.
Si on passe cette fois-ci sur Wikipédia sur le web, on a par exemple les liens qui sont mis en avant en bleu. Déjà, ça c'est un premier niveau d'information, c'est cet élément-là que tu vois, il a de l'information qui est cachée derrière, tu peux en faire quelque chose. Premier niveau d'information. Derrière, second niveau d'information, quand on va passer notre souris dessus, on va voir un petit aperçu avec une bulle qui apparaît au-dessus de l'élément et qui va donner des premières informations, un résumé très rapide de le lien en question, qu'est-ce qu'il va te raconter. Qu'est-ce que c'est, tu comprends déjà ce que c'est, et est-ce que tu veux en savoir plus. Donc là, pareil, ils auraient pu se dire, on va carrément directement rediriger sur la page entière, montrer la page entière, mais non. Ils se sont restreints à dire, en fait, quand l'utilisateur passe sa souris dessus, ça veut dire soit qu'il le fait par erreur, soit qu'il sait pas vraiment ce que c'est et qu'il veut une information rapide. On va lui donner ce petit bloc d'informations basiques, et derrière, s'il veut en savoir plus, il va cliquer dessus pour avoir accès à l'information complète. Ils ont découpé un contenu en 3 niveaux d'information qui sont hyper adaptables aux besoins de l'utilisateur et viennent pas gâcher là où on aurait pu par exemple avoir ce qui se faisait dans les livres jusqu'à maintenant, la petite étoile et en bas l'information sur qu'est-ce que veut dire ce mot, ce serait complètement ingérable, ça ferait clairement un surplus d'informations monstrueux, et donc Wikipédia a découpé un même objet en 3 niveaux de complexité différents. On va rentrer maintenant dans un troisième exemple un peu plus marketing, si on va sur la page produit de l'iPhone. On a la première page principale, qui est la page de vente très grand public, avec le produit raconté, pas vraiment des chiffres, mais qui sont plus là pour raconter une histoire que pour parler à ceux qui comprennent vraiment ces chiffres, et une mise en page très graphique, très communicative, on va dire. Derrière, pour les gens qui ont besoin de comprendre les vraies caractéristiques techniques, ils ont une page hyper accessible, page caractéristiques, avec les différents points sur lesquels ils peuvent regarder l'iPhone. Sur ceux qui ont besoin d'un comparatif avancé, ils ont une page comparatif, on va pouvoir le comparer avec les autres produits équivalents au modèle regardé. Donc finalement, là encore, Apple aurait pu essayer de tout combiner ça dans une même page, et finalement ils ont utilisé ce principe de progressive disclosure pour se dire, on va raconter toute une histoire dans notre page principale, c'est ça le message principal qu'on veut transmettre à tout le monde, et derrière on va donner des accès qui sont pas trop mis en avant, mais hyper accessibles pour quelqu'un qui a un peu plus l'habitude, pour les profils de gens visés finalement, pour qu'ils aient accès à ces informations en temps et en heure. Et pareil, en faisant ce choix sur l'information, on arrive sur une expérience de très bonne qualité. Pour terminer avec un dernier exemple sur un outil qui vous parle, Figma. Si on va sur la page pricing, donc avec les différents plans auxquels on peut s'abonner, on a la première zone sans scroller qui est accessible, on a un comparatif très rapide des 4 offres principales, avec leur prix, leur nom et les 5-6 fonctions clés de chacun de ces plans. On aurait pu avoir tout l'ensemble, tout le comparatif de toutes les différences entre tous ces plans, mais non, Figma a préféré d'abord juste nous raconter quelles sont les grosses différences globalement, celles où 90% des gens vont porter leur attention, et le reste aura pas beaucoup d'importance, et dès cet endroit-là, on peut déjà choisir de s'abonner, choisir un plan, et choisir d'aller plus loin, parce que en fait, ce peu d'informations-là permet à la majorité des gens de déjà avoir un très bon point de vue sur qu'est-ce qui leur conviendrait ou qu'est-ce qui ne leur conviendrait pas. Et derrière, si en tant qu'utilisateur on décide de scroller plus loin dans la page, là on va avoir un comparatif détaillé, feature par feature, des différentes versions de Figma. Mais encore une fois, les designers de chez Figma ont fait le choix de, dans un premier temps, pour la plupart des gens, simplement leur afficher un comparatif très basique pour comprendre les informations clés. Donc en fait, on permet à la majorité de faire un choix très facile, et on donne la possibilité à ceux qui sont intéressés, qui ont besoin d'aller comparer de manière plus avancée, la possibilité de le faire sans beaucoup plus de complexité d'accès que si l'information avait été mise au premier plan. Donc voilà, on peut voir que ce principe de progressive disclosure, il peut s'appliquer dans plein d'interfaces différentes, que ce soit d'interfaces très commerciales à des outils très techniques. Donc c'est un principe très global duquel on peut s'inspirer. Alors, si ça vous a convaincu que c'est important, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place ce principe de manière efficace dans le design ? La première chose, et qui est la chose absolue la plus importante, c'est de bien hiérarchiser l'information.
Bien hiérarchiser l'information, c'est pas évident, il n'y a pas du tout de recette magique. Ça peut passer par de l'expérience dans le domaine, ça peut passer par de la recherche utilisateur, ça peut passer par du test en conditions réelles. Mais globalement, la question qu'il va falloir se poser, c'est quelles sont les fonctions les plus souvent utilisées? C'est celles qui vont devoir être mises forcément le plus en amont dans le parcours client. Qu'est-ce qui vous différencie le plus des concurrents? Parce que peut-être qu'il y a certaines choses qui sont pas énormément utilisées dans votre produit, mais qui par contre ont un gros intérêt à être mis en avant parce que c'est de la différenciation, parce que c'est un marqueur de votre identité. Donc là, ça vaut peut-être le coup de le faire remonter. Ou au contraire, qu'est-ce qui est pas encore très utilisé, mais qui vous différencie pas spécialement, mais qui est très attendu par les utilisateurs en général. S'il y a une marque de confiance qui est souvent attendue, ça veut peut-être dire qu'il faut le remonter. Et en vous basant sur ces critères-là par rapport à vos besoins, par rapport au contexte de votre entreprise, du site sur lequel vous travaillez, il va falloir choisir quels sont les contenus vraiment majeurs à mettre dès le premier endroit et quels sont les contenus qui vont être mis plus en recul et à quel niveau de recul. Est-ce que ça va être du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3 ou encore plus loin? C'est vraiment un travail hyper clé au départ de chaque projet et en hiérarchisant bien cette information, c'est comme ça que derrière, on va pouvoir répartir notre information de manière logique, cohérente et avoir un parcours sans surcharge informationnelle. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez tout simplement pouvoir déterminer le modèle qui est approprié pour le mettre en place en fait, pour répartir cette information. Est-ce que ça va être comme sur les paramètres de votre téléphone, des sous-pages qui descendent de niveau en niveau? Là, ça va être hyper intéressant dans le cas de on a un premier niveau assez général et on va descendre dans du détail au fur et à mesure. Est-ce que ça va être des espèces de panneaux déroulants? Ça peut être hyper utile si on a plusieurs niveaux qui doivent être entre lesquels on peut switcher. Est-ce que ça va être comme sur Wikipédia, des éléments interactifs où on va avoir un aperçu rapide, un petit glimpse de l'information? À vous ensuite d'aller creuser ces différents patterns selon les besoins précis de votre projet. Donc, bien évidemment, tout ça c'est très générique, mais on peut y intégrer des bonnes pratiques pour que ça fonctionne au mieux. La première que je vous recommande, c'est donc de bien définir la hiérarchie de l'info. C'est un peu de la répétition sur ce point-là, mais c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on doit montrer, mais aussi qu'est-ce qu'on doit cacher, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. On a toujours tendance à l'oublier, on a toujours tendance à vouloir en rajouter plus, mais rajouter plus est souvent, au final, une erreur. On va juste perdre notre message initial et perdre notre utilisateur. Donc, qu'est-ce qui n'est pas important? C'est tout aussi important à définir que qu'est-ce qui est important. Le second point, ça va être de bien évidemment prendre en compte le parcours du novice vers l'expert. Il y a plein d'informations, du coup, si vous avez bien structuré votre hiérarchie, qui vont être mises en recul, et du coup, important de se dire comment l'utilisateur qui débute avec ce qui est mis à portée de main dans un premier temps, va au fur et à mesure du temps, dans son expérience avec le produit, pouvoir découvrir les fonctionnalités plus avancées. Donc, penser ces parcours-là. Est-ce que ça va être juste avec de la formation? Est-ce que ça va être avec des mails pour les inviter à découvrir ces nouvelles fonctionnalités? Est-ce que ça va être avec des parcours de onboarding dédiés au fur et à mesure de l'expérience? Si vous avez des features un petit peu experts mais avec une grosse valeur ajoutée, c'est super important de penser à ce parcours de découverte. Comment on découvre ce qui est caché. Et enfin, la troisième bonne pratique, c'est de toujours anticiper une solution d'accès rapide vers les informations profondes. Dès que le système, dès que la hiérarchie va commencer à être très complexe et que le programme entre guillemets de progressive disclosure commence à avoir un certain niveau de complexité, va falloir penser à une solution d'accès rapide vers ces informations. Est-ce que c'est une barre de recherche, des raccourcis clavier, des préférences utilisateurs pour personnaliser tout ça? À voir toujours en fonction du contexte, mais c'est toujours quelque chose à penser. En conclusion de cet épisode, le principe de progressive disclosure, c'est un principe très très large, on peut autant l'appliquer à une simple page sur laquelle on va se dire où est-ce qu'on priorise les infos, est-ce qu'on va cacher des sous-informations dans des petits panneaux ouvrables ou fermables sur une page, jusqu'à toute une application de paramètres, on va se dire comment on hiérarchise les informations pour que les plus importantes, les plus généralistes, soient en accès très rapide et les plus complexes, les plus spécialisés, soient en accès très profond. Donc c'est vraiment un processus global, mais ça c'est très 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 lié au job de designer, qui est un job où en fait on finalement doit faire des choix pour permettre une bonne lecture derrière à nos utilisateurs. Ça doit être un exercice du quotidien, j'ai envie de dire, et toujours se demander, en fait, quand on est en train de designer,
est-ce que cette information est si importante? Est-ce que je dois autant la mettre en avant? Ou est-ce qu'au contraire, elle est très secondaire, en fait, elle vient apporter du bruit, et dans ce cas-là, on doit peut-être la mettre à un niveau moins important. Si cet épisode vous a plu et que ça a été une belle approche sur le concept de Progressive Disclosure, n'hésitez pas à noter le podcast avec un petit 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez soutenir le podcast encore plus loin, vous pouvez le soutenir sur Substack et profiter du podcast une semaine en avance, à chaque fois en exclusivité avec un espace commentaire réservé. Et vous aurez même des petits contenus bonus. Alors je suis en train d'expérimenter un petit peu là-dessus avec des audios, des mini-articles, voilà. Plein de petits formats un peu originaux qui vous sont dédiés. Et en fait, voilà, c'est l'idée de soutenir, aider le podcast à évoluer et puis me donner vos feedbacks directement sur ces petits concepts expérimentaux qui vous sont en accès exclusif. J'espère que le podcast vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!